Bonjour à tous. Bon, je vous dois quelques explications. Voilà plus d'1 an que je n'ai pas fait de vidéo sur la Terre plate. La raison est assez simple. Je viens de passer des mois et des mois dans différents fonds d'archives, à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, à Nice, à Marseille, à Gap, dans les Hautes-Alpes, et à Paris, aux archives nationales et aux archives de la Défense notamment, pour travailler sur un sujet passionnant, la peste de 1720, celle qui a ravagé Marseille et la Basse-Provence, en causant environ 120 000 morts. Pour ma part, je me suis intéressé aux vallées des Alpes du Sud et à la façon dont elles ont tout fait pour éviter la contagion, presque avec succès. Pour ce genre de sujet, la base de la recherche se fait en archives. J'ai ainsi dépouillé l'ensemble des documents conservés entre août 1720 et janvier 1723 pour les vallées du Haut-Var, du Haut-Verdon, de l'Ubaye, de la Blanche, de l'Asse, soit près de 10 000 pages de documents vieux de 3 siècles. Avec à la clé des trouvailles originales, comme ces billets de santé vierges ou remplis. Celui-ci provient du petit village d'Allons, dans le Haut-Verdon, et celui-là, rempli avec des dates et un itinéraire, provient de la communauté de Barème, dans la vallée de l'Asse. Ou encore, parmi les belles trouvailles, cette lettre inédite du ministre de la Guerre, qui prouve que la décision de confiner très étroitement la Provence avait été prise par le régent, Philippe d'Orléans, plus tôt que ce que l'on croyait savoir jusqu'à présent. En même temps que je dépouillais les archives, il m'a aussi fallu lire une très importante bibliographie historique et scientifique sur la peste, notamment parce que depuis 20 ans environ, la génétique a profondément renouvelé le regard sur ces pandémies historiques. Et dans la foulée, je me suis penché sur quelques autres épidémies ou pandémies telles qu'elles ont été vécues dans les Alpes, et notamment la grippe espagnole de 1918, car il s'avère que le département des Hautes-Alpes a été le plus touché en France, avec 1% de la population décédée en quelques semaines à l'automne 1918. Le tout a abouti au mois de mai à une exposition et à la publication de 2 livres. La réédition d'un texte historique, celui de l'abbé Papon, annoté et commenté, et surtout le catalogue de l'exposition. Ce dernier a été publié dans la série des monographies éditées par le musée avec lequel j'ai travaillé. On a une collaboration depuis plusieurs années pour à la fois des expositions et des livres. Par exemple ici, le livre sur le tricentenaire du traité d'Utrecht et ses conséquences dans les Alpes du Sud, avec mon travail sur l'invasion et le siège de Seine et de Colmar par les troupes piémontaises en hiver 1690, ou encore ce beau livre sur le fleuve Var, avec un article sur la carte de Bourset au milieu du XVIIIe siècle et sa représentation du fleuve Var. Dans la première partie du livre, je relate la façon dont les communautés de montagne ont vécu cet épisode de peste en 1720. Puis j'explique comment, à la fin du XIXe et au début du XXe, on a découvert l'agent pathogène de la maladie. Il faut ensuite attendre la fin des années 1990 pour que le décryptage de l'ADN ancien permette de bien mieux connaître l'histoire génétique et humaine de la maladie. Le chapitre « L'hypothèse de la marmotte » s'appuie à la fois sur l'écologie de la maladie et sur les archives à travers les travaux de 2 historiennes, Nuket Varlik et Anne Carmichael, pour proposer une hypothèse originale et fascinante sur l'établissement, entre le XIVe et le XVIIIe siècle, d'un foyer sauvage de la peste au cœur des Alpes, dans les terriers des rongeurs. Et enfin, je termine sur le cataclysme qu'a représenté la grippe espagnole en 1918 dans les Hautes-Alpes et dans le monde entier, bien entendu. 2 autres chapitres, dont je ne suis pas l'auteur, s'intéressent au choléra et à la variole dans les Alpes-Maritimes au XIXe siècle. Si cet ouvrage vous intéresse, je mets dans la description de la vidéo mon adresse courriel et je pourrai vous expliquer directement comment vous le procurer. Alors, c'est vous dire si la Terre plate s'est un peu éloignée de mes préoccupations. Cependant, je n'ai pas tout à fait décroché, notamment parce que j'amasse des informations de type historique afin de publier prochainement un livre sur la Terre plate. Bien entendu, il n'y a rien de neuf chez les platistes. Leurs affirmations sont comme d'habitude, ils tournent en rond. Tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Je vais tout de même vous rapporter quelques petites perles de la Terre plate de ces derniers mois. Et tout d'abord, un petit tour chez Cyprus Star. Comme de très nombreux conspirationnistes, depuis le début de l'année 2020, Cyprus Star est très occupé à faire ses propres recherches sur un petit virus respiratoire qui nous enquiquine. Enfin,
Quand je dis faire ses propres recherches, il faut comprendre copier-coller toutes les âneries de la complosphère et de l'extrême droite réunies depuis 2 ans pour lutter contre la dictature sanitaire qu'on nous impose. Tout un programme. Malgré cela, Cyprus Star a trouvé le temps, en décembre 2020, de prouver une nouvelle fois que la Terre n'est pas un globe. Elle n'est pas non plus plate, car pour Cyprus Star, la Terre est creuse et nous vivons à l'intérieur. Cyprus Star a donc trouvé une photo des falaises de Douvres vues depuis une plage de Calais. Cyprus Star prétend qu'on y voit l'intégralité de ces belles falaises, depuis l'eau de la Manche jusqu'à leur sommet. Preuve que la Terre n'est pas un globe, puisque si la Terre était un globe, la partie inférieure de ces falaises devrait être masquée par la courbure de la Terre, voire même, en tenant compte de l'altitude de l'observateur, de l'altitude des falaises et de la distance entre l'observateur et les falaises, l'intégralité de celle-ci devrait disparaître. Elle a l'amabilité de nous indiquer la hauteur de la prise de vue, 1,82 m. La distance entre le lieu de la prise de vue et les falaises, 40 km. Et enfin, l'altitude du point le plus bas observé sur les falaises de Douvres, 26 mètres. Et avec tout cela, Eureka, la Terre est creuse et nous vivons dans son intérieur. Mouais. Fidèle à mon habitude, j'ai vérifié tout. Et d'abord l'image. Elle est micropoilesque puisqu'elle mesure 700 pixels de long sur 387 de haut. Faire des mesures là-dessus, ça va être coton. Dans son billet de blog, Cyprus Star a l'excellente idée de nous indiquer la provenance de la photo. Le blog d'une Anglaise qui consacre son article non pas à la forme de la Terre, mais aux réfugiés qui depuis Calais tentent de gagner l'Angleterre. Mais cette journaliste, Meredith Damon, a la bonne idée de nous donner la source de la photo, l'Office de tourisme du Pas-de-Calais. Je suis donc allé sur leur site, et là, chou blanc. Je n'ai pas réussi à trouver l'original de la photo. J'ai donc écrit un petit courriel à l'Office de tourisme du Pas-de-Calais, et ils m'ont très aimablement répondu qu'ils ne connaissaient pas cette photo. Cela va donc être bien délicat de vérifier nous-mêmes les informations que fournit Cyprus Star comme elle nous l'y invite. Mais cependant, je vais vous montrer, malgré la très mauvaise qualité de cette photo, que Cyprus Star ment à 3 reprises dans sa démonstration. La photo a été prise à 1,82 m, très précisément d'après Cyprus Star. Pas 1,80 m ni 1,85 m, non, 1,82 m, 97, 99, etc., etc. C'est important de connaître ce détail, car c'est une des 3 données dont on a besoin pour savoir si, entre Calais et Douvres, la Terre est un globe, la Terre est plate ou la Terre est creuse. Mais pourquoi ce 1,82 m, 87, 99, etc. En fait, Cyprus Star ne sait rigoureusement rien et c'est simple à démontrer. Pour faire ses calculs, elle utilise le site metabunk.org. Sur celui-ci, on arrive sur une page de calcul dont les données sont en unité impériale. Et par défaut, on a une distance de 4 miles et une altitude de l'observateur de 6 pieds. En bonne française, Cyprus Star a cliqué sur les unités métriques et elle a introduit ses 40 km. Et puis, c'est tout. Elle a laissé les 6 pieds en mètres, soit 1,82 m, 87, 99, etc. L'auteur du site, d'ailleurs, l'arrondit à 1,83 m. Cyprus Star, elle, garde la valeur exacte, tout simplement parce qu'elle ignore totalement d'où a été prise cette photo. Premier mensonge. Cyprus Star indique ensuite que les falaises de Douvres sont à 40 km de cette plage de Calais. Mouais. Mais le problème, c'est que lorsque l'on mesure la distance entre l'échancrure bien visible dans les falaises de Douvres et Calais, 40 km, cela nous positionne sur les quais du port de Calais, pas sur une plage de sable fin. Pour se placer sur une plage de sable, la distance est soit supérieure à 40 km, soit inférieure. 35 km à Sandgate, 34 km au Cap Grinet. C'est important de connaître un tel détail, parce que cela conditionne en partie ce que l'on va pouvoir observer d'un objet situé au loin. Ces 40 km tels que Cyprus Star les rapporte sont en fait totalement imaginés. Deuxième mensonge. Pour que Cyprus Star puisse continuer ses calculs, il faut qu'elle connaisse l'altitude d'un point caractéristique des falaises de Douvres présent sur cette photo, afin de démontrer que la Terre n'est pas un globe. Pour cela, elle sélectionne une sorte de cuvette bien visible, ici, sur la photo, et elle va chercher à la localiser dans Google Earth. Sur la portion de Google Earth qu'elle identifie comme étant cette cuvette ou cette dépression,
on voit un ensemble de bâtiments, un chemin, un muret et une altitude indiquée 26 mètres. J'ai cherché et j'ai retrouvé cet endroit, ici, à droite des falaises de Douvres, alors que la cuvette bien visible sur la photo se trouve à gauche. Et d'ailleurs, regardez bien la seconde photo que propose Cyprus-Star pour illustrer plus en détail cette dépression. Bon, c'est un peu délicat car la photo fait 156 pixels de large. Mais en effectuant une recherche dans Google Images, j'ai retrouvé la photo originale en bien meilleure définition. Et là, on se rend compte que cette importante dépression ne correspond pas du tout au lieu identifié par Cyprus-Star. Pas de maison, pas de mur, de la lande, rien que de la lande. Cyprus-Star vient de commettre son troisième mensonge. Avec ces trois mensonges, il est rigoureusement impossible d'affirmer quoi que ce soit sur la forme de la Terre, globe, plate ou concave. Voilà, simplement en analysant les détails du billet de blog de Cyprus-Star, j'ai démontré que pour affirmer que la Terre n'est pas un globe, elle avait accumulé sciemment 3 mensonges d'affilée. Mais peut-on, à partir de cette photo, dire quelque chose de la forme de la Terre ? C'est possible si l'échancrure dans la falaise est bien la même que celle-ci, mais je n'en ai pas la certitude. Sur ce cliché pris de loin, vraisemblablement au téléobjectif et donc sans grandes déformations optiques, l'intervalle entre le haut de la falaise et le bas de la cuvette est de 80 pixels, tandis que l'intervalle entre le bas de la cuvette et le niveau de l'eau est de 90 pixels. Sur la photo utilisée par Cyprus-Star, et à condition de l'agrandir sous Photoshop jusqu'à une largeur de 2000 pixels, afin d'y voir quelque chose, la première dimension est de 10 pixels et la seconde de 7. Donc une partie du bas de la falaise est cachée. La conclusion est simple, même avec cette photo totalement pourrie, il semble manquer le bas de la falaise. La Terre n'est donc ni plate ni concave, mais bel et bien un globe. Quant à savoir si la Terre est plate, convexe ou concave entre Calais et Douvres, eh bien, on le sait depuis longtemps. Non pas en regardant la fameuse vidéo russe traduite par Valdec prétendant que depuis Dunkerque on voyait Londres, ce qui était complètement faux puisque la vidéo avait été tournée aux États-Unis et que les tours que l'on voyait émerger de l'eau étaient en fait les tours de Toronto au Canada. Non, en se replongeant dans l'histoire de la géodésie. En effet, en 1787, afin de mesurer avec précision la distance séparant les observatoires de Paris et de Greenwich, les géodésiens anglais et français ont établi ce que l'on appelle la jonction des triangulations. Cassini, Legendre et Méchain travaillaient depuis les côtes françaises pour viser les signaux installés par leurs homologues anglais, Roy et Blagden, sur leurs propres côtes, dont la région de Douvres, et réciproquement les Anglais faisant des visées et des mesures vers les signaux installés par les Français. Leurs observations, notamment avec le fameux cercle répétiteur imaginé par Borda et construit par Lenoir, étaient précises et leurs calculs sérieux. Et croyez-moi, c'est autre chose que les estimations au doigt mouillé des platistes ou des concavistes. Allez, je vous abandonne pour quelques jours. La semaine prochaine, je vous parle de Nenki et de John Doe ITV et vous allez voir, c'est gratiné.